On va, si ça vous embête pas, on va passer. Vraiment, il y a deux questions pour pas qu'on soit qu'on se quitte sans que tout le monde ait pu s'exprimer. Je précise juste, hein, c'est vraiment pour information, pour abonder pour le coup dans votre sens. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, si vous avez le bonheur extrême de ne pas connaître le président républicain, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce groupuscule, groupuscule qu'on peut qualifier de valsiste, hein, à l'origine en tout cas, qui regroupe notamment des gens comme Gilles Clavreul, qui est censé être neutre et qui en fait partie, qui est le défenseur notamment des questions de discrimination au sein du gouvernement, d'aller voir leur rhétorique qui en plus donne l'impression d'être progressiste et de gauche, alors qu'elle utilise exactement le même vocabulaire que des groupuscules qu'on pourrait imaginer beaucoup plus à droite. Alors j'ai deux interventions que je vais passer l'une et l'autre, non, il n'y a aucun souci. D'accord, donc alors je laisse. Ok, donc j'abandonne le porte-parole du CCIF et je laisse la parole. Pareil, si vous voulez bien préciser éventuellement si vous faites partie d'un organisme ou d'une association. Sinon, il n'y a pas de souci. Moi, je suis enseignante, je suis désolée pour Franco, mais bon, je travaille pour l'éducation nationale. Je voulais juste, je voulais pas revenir sur le fait qu'on a une échéance électorale dans 15 jours. Et je voulais savoir ce que vous pensez de vos combats à vous tous, chacun dans votre domaine, ou vos diatribes. Est-ce qu'elles ne seraient pas plus utiles dans les quartiers auprès de jeunes qui sont complètement en désengagement politique à travers le refus de voter? Ils refusent de voter. Alors, paradoxalement, ils se plaignent de ne pas être visibles par les autorités. Mais est-ce que cette visibilité, ils ne vont pas l'acquérir par le biais des urnes? Et j'en ai un exemple moi-même, je pense que tous, dans un cercle très restreint qui est la cellule familiale, où on se rend compte que les plus jeunes, notamment les garçons, hein, c'est surtout les garçons, refusent de voter avec l'argument « ça ne sert à rien ». Et je pense que la cellule familiale, le cercle familial représente et est à l'image du quartier, de la commune et de la ville. Donc est-ce que ces combats ne devraient pas être menés auprès de ces jeunes pour les pousser à voter afin, puisqu'ils font partie de la base de la pyramide, qu'ils soient vus par le sommet de la pyramide? Voilà. Oui. Ouais, là-dessus, mais comme je suis parti, je n'ai pas voulu esquiver la question sur la laïcité, je suis parti aux toilettes, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais concrètement, ce n'est pas une technique. Il faut absolument que je dise quand même un mot, parce que comme vous tous, vous recevez dans vos boîtes aux lettres actuellement, c'est en lien avec le vote, les tronches de tous ceux et toutes celles qui se présentent. D'accord? Ça arrive là actuellement. Ça remplit les boîtes aux lettres. Et je vous invite à regarder celle de Marine Le Pen, parce que ça a été évoqué par Marouane il y a un instant, où, de la même manière qu'il y a une instrumentalisation de la laïcité, il y a aussi une instrumentalisation du féminisme, où elle dit, noir sur blanc, eh bien qu'il faut défendre les droits des femmes contre l'islamisme rampant. Enfin, c'est ces termes, au bout d'un moment, j'arrête de lire. Mais c'est extraordinaire. Comme si dans ce pays-là, il y avait une sorte d'essentialisation d'attaque des droits des femmes qui passerait obligatoirement par le biais de ce qu'elle appelle les musulmans ou l'islam ou l'islamisme ou je ne sais quoi, etc. C'est extraordinaire comment, y compris le féminisme, est orchestré comme la laïcité, mais je ne reviens pas sur le thème de la laïcité. Concernant le droit de vote, juste un petit voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Trump, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous tous, même si c'est très loin de nous, mais on a compris que ce monsieur-là était capable d'aller très très loin dans ses propos et ses actes, y compris dans des bombardements, on l'a vu récemment. En tous les cas, ce monsieur Trump a été élu. Et il a été élu aux États-Unis, et on sait, entre autres, pourquoi maintenant et par qui. On sait en tous les cas que 4% des Afro-Américaines ont voté pour lui. Ça veut dire que 96% de celles qui ont voté n'ont pas voté Trump. Par contre, il a été élu par plus de 65% des Blancs américains, plutôt de classe moyenne, peur du déclassement. Donc on voit bien qu'on a eu aux États-Unis un vote qui est à la fois un vote interclassiste, mais qui est un vote ethno-racial, comme ça a été dit, et en plus genré, c'est-à-dire que les femmes ont moins voté Trump que les hommes par ailleurs. Mais surtout, c'est l'autre élément de l'affaire, il y a eu un taux d'abstention énorme aux États-Unis. Et ce taux d'abstention énorme aux États-Unis, il est en lien direct avec le fait que les gens, justement, font de la politique. Et c'est terrible de le dire comme ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'option politique qui pouvait les satisfaire. Et ni Clinton, Wall Street, ni Trump, pour les raisons qu'on évoque ici, et donc beaucoup d'hispanos, de noirs américains, n'ont pas voté parce que justement, eh bien, il n'y avait pas ceux et celles chez qui ils pouvaient se renvoyer, se refléter du point de vue de leurs préoccupations. Tant et si bien qu'en France, un des problèmes, je vous le dis, moi j'habite Argenteuil, ça a été dit, quand il a fallu virer Sarkozy,
On n'avait jamais vu ça, peut-être que c'est pareil à Orléans, au moment des élections présidentielles. Des queues de folie devant les endroits où il fallait voter, mais de la folie. Y compris, je vous assure, c'est des histoires familiales, où tu as la mère de famille qui donne des coups de pompe à celui qui ne veut pas se lever pour aller voter, et donc tout le monde se retrouve, et c'est des histoires de famille qui se retrouvent devant les bureaux de vote pour virer Sarkozy. Je ne dis pas qu'ils ont complètement regretté, concrètement, il s'est passé d'autres choses derrière, avec beaucoup d'amertume, de déception, mais il fallait absolument virer Sarkozy. Aujourd'hui, l'amertume est totale. La déception est énorme, et y compris dans la ruralité, pas simplement dans les quartiers populaires, y compris là où des personnes vivent d'une manière très, très démunie. Voilà pourquoi le fait de ne pas voter aujourd'hui a aussi une signification politique qu'il faut entendre. Je ne dis pas que c'est la meilleure option, je partage, je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie. Il faut se battre, peut-être y compris dans ce cadre-là, pourquoi pas. Il y a 11 candidats, on peut peut-être trouver quelqu'un qui nous ressemble de ce point de vue-là, sans aucun doute. Mais qu'on admette en même temps qu'il y en a marre d'aller chercher tous les 5 ans, avant c'était tous les 7 ans, des personnes pour leur dire « t'es irresponsable », alors que pendant 5 ans, ils ont quand même mangé de l'échec scolaire, 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire, et je suis prof, donc ce n'est pas un truc de personne ou de morale, parce qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et je partage le fait que l'éducation s'inscrit dans des dynamiques où on choisit des élites. Actuellement, il y a des chiffres qui viennent de sortir, PISA, qui montrent que la France est le pays où les inégalités scolaires collent aux inégalités sociales. Autrement dit, quand tu es pauvre, tu rates ta scolarité, quand tu es riche, tu la réussis. C'est une école qui fonctionne. PISA montre que de tous les pays de l'OCDE, c'est là où les inégalités scolaires sont le plus accrochées aux inégalités sociales. Et donc, fondamentalement, 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire, une personne sur 4 qui ne se soigne pas en France pour des raisons financières. Dans nos quartiers populaires, c'est de plus de 1 sur 2. Autrement dit, je ne développe pas. L'amertume, le désespoir est énorme. Et sans aucun doute, ce qu'on peut dire, et on s'entendra là-dessus, c'est que tu ne vas pas voter parce que tu estimes que ça ne le fait pas, mais au moins, adhère au CCIF, rentre à la BAN, à l'UJFP, à la Voix des Roms, dans le collectif contre les violences policières, occupe les rues, fais-toi voir, montre-toi, mobilise-toi, c'est-à-dire qu'on fera bouger, y compris par de la visibilité comme ça, l'élite, parce qu'on a bien compris que quand on ne se montre pas, personne n'est là pour nous montrer. Voilà. Merci beaucoup. Il y a donc toujours dans la logique... Alors, pardon. Toujours dans la logique de rester ensemble jusqu'au bout au maximum, il y a 2 interventions que je vais prendre directement dans la salle et puis après je vous laisserai, qui le souhaite évidemment, répondre à ces interventions. Petite précision, je ne sais pas si vous avez ça en mémoire puisque vous êtes invité ici, que c'est ici à Orléans que Jacques Chirac avait fait son discours sur le bruit et l'odeur, à quelques kilomètres d'ici. Je vous le dis parce que tout à l'heure on parlait d'appel d'Orléans, mais en fait Orléans est rattaché encore à cette affaire de discours sur le bruit et l'odeur. Et la rumeur d'Orléans en 69, c'est un peu plus ancien, effectivement. Il y a un groupe de vente qui a pris le bruit odeur. Zebda, exactement. Qui veut dire beurre. Bonsoir. Donc, je voulais juste vous remercier déjà pour la qualité de l'intervention que vous avez eue ce soir. C'est vrai que ça donne envie de s'engager aujourd'hui. On avait l'habitude, donc avec les anciens, on nous disait baisse la tête et avance et ça passera. Mais effectivement, on se rend compte qu'il faut peut-être aussi aller chercher l'égalité des droits parce qu'on est d'ici et on a tous les droits effectivement à exercer comme tout le monde. Donc moi, je voulais aussi voir si on pouvait faire un parallèle entre discrimination et assimilation, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un parallèle à faire avec ces deux éléments-là. Concrètement, on nous dit on s'exclut nous-mêmes, notamment par le fait que avec le halal, par exemple, on nous dit vous mangez halal, c'est vous qui vous auto-excluez. Si tu t'assimiles, fais comme nous. Et là, à partir du moment où tu ferais comme nous, tu ne seras pas discriminé. Donc c'est surtout dans ce parallèle-là que je voulais vous emmener, si vous pouvez nous faire une explication. Allez, je vous laisse répondre sur celle-là et puis après on passe à la suivante. Ok, donc ça c'est une vérité générale. Les comportements des personnes visées par une forme de discrimination et par une forme de violence sont sans impact sur le niveau de discrimination et de violence qui les vise. D'accord ? On a 2 études vraiment de fond qui concernent les Juifs et les Roms dans des pays d'Europe de l'Est, où on a suivi sociologiquement et démographiquement des populations avec des niveaux de signalement visuel qui sont très différents les uns des autres.
tenue orthodoxe ou pas, rassemblement en groupe ou pas, pratiques religieuses marquées, visibles ou pas, présence de lieux de culte ou de lieux de rassemblement culturel ou pas. Et ils sont visés par des niveaux de violence et de discrimination équivalentes. Donc l'idée selon laquelle il existe un seuil de visibilité ou de, pardon, entre guillemets, docilité patriote, en dessous duquel les gens vont être acceptés, celle-ci, elle est totalement invalidée par la réalité de terrain. Et dans la tête d'un islamophobe, c'est particulier. La dialectique islamophobe, elle ne répond pas à un schéma rationnel ou d'affirmation politique. Il y a des gens qui pensent réellement qu'ils vont devenir musulmans sans le savoir en mangeant du poulet halal. Il y a des gens qui expliquent à des femmes musulmanes qui portent le foulard, tiens, dis-moi Fatima, quand même, tu l'enlèves pour prendre le bain. Non, parce que... Ou bien, là, c'est l'été, quoi. Tu vois, genre, au niveau de la température en dessous, comment ça se passe, quoi. Et donc, tu peux rentrer dans une dialectique où tu vas rigoler des fois, pleurer souvent aussi, dans cette dialectique-là. Mais elle ne répond pas, en fait, à un niveau de visibilité ou à un niveau de menace particulier. Quand quelqu'un te dit... bon, Omar, ça fait quelques années qu'on se connaît... Juste pour se rassurer comme ça, tu te désolidarises bien du terrorisme. Non, c'est juste pour être sûr, quoi. Tu vois, parce que tu gardes les gosses ce week-end, qu'on soit au courant, quoi, au moins, si tu as un plan ou je sais pas, quoi. Donc, à chaque fois qu'on va rentrer dans cette dialectique-là, en fait, on est en train de la valider. Or, la réalité sociologique, c'est que l'appartenance nationale, je l'explique un peu dans le bouquin, elle est une réalité objective. Tu as une nationalité française, point barre à la ligne, tu fais partie de ce pays. Tu définis ce pays. Et il y a 60 millions de façons d'être français. Et qu'on l'accepte ou non, qu'on le veuille ou non, on a tous des manières différentes de raconter notre appartenance au pays. Certains, ils se lèvent la nuit pour chanter la Marseillaise et ils ont un drapeau. D'autres, c'est quand ils sont à l'étranger et ils se retrouvent, je sais pas moi, en Égypte ou au Japon ou aux États-Unis ou autre, et comme ça en train de dire oh, quand même et tout, mon fromage, où est-ce qu'il est, ou ceci ou cela. Ou même quand il a des indignations, il les exprime en langue française. Il y a un attachement, attaché à l'école, attaché à la santé, attaché aux routes, attaché au fait qu'on soit ensemble. Chacun il a son histoire différente. Et c'est vraiment que des groupes identitaires qui vont construire la nation comme une frontière. Et qui vont dire, voilà, elle est là la frontière. Comme des vigiles à l'entrée d'une boîte de nuit, toi tu rentres pas, laïcité, truc, communautaire, baisse-toi encore un peu, non, tu rentres pas quand même. D'accord ? Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, soyez bien dans vos baskets, que vous portez une kippa, une coupe afro, une casquette ou un hijab, faites votre vie, soyez heureux, soyez complètement accomplis et vous ne laissez pas intimider. Et si un jour il y a un problème, ben nous on est là pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une avant-dernière intervention et après j'offrirai à une personne présente ce soir le mot de conclusion une fois que vous aurez évidemment repris la parole, de façon, je le redis encore, hein, à ce qu'on puisse terminer ensemble. Et puis il y aura un moment après un peu plus informel où vous pourrez à la fois vous approcher de la table ici présente et puis converser de manière plus directe avec les intervenants. Vous pourrez vous approcher d'eux, vous pourrez même les toucher. Donc je passe la parole à l'avant-dernier intervenant. Mustapha Itaouzani, président de l'Union des associations musulmanes de l'Orléanais. Donc c'est une association qui fédère quelques mosquées dans le département du Loiret. Je voulais rebondir et d'abord féliciter l'association ACID pour cette magnifique organisation et ce débat de qualité. Et remercier les intervenants aussi pour leur éclairage, parce que de parler de discrimination, c'est une chose assez complexe. Et votre génie, c'est de le simplifier, de le rendre accessible à tout le monde pour qu'on puisse tous l'entendre. Et le premier pas de l'action, c'est la prise de conscience. Et c'est en cela que vous êtes important pour ce public et pour les publics. Et on vous encourage. Et Dieu sait que vos combats sont longs et que votre énergie et votre effort est intense. Donc, pour cela, je vous remercie déjà. Pour revenir sur, plus particulièrement l'islamophobie, qui est un de champs sur lesquels on essaye d'agir aussi, puisqu'on défend des organisations musulmanes. C'est un point aussi important, je pense, qui a été un peu peut-être oublié, c'est la diabolisation.
parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a toute une propagande pour diaboliser les personnes. Donc cette diabolisation médiatique qu'il faut souligner et devant laquelle il faut se battre aujourd'hui. Cette diabolisation qui consiste à monopoliser un seul point de vue et à le propager comme des dealers d'opinion de manière massive aujourd'hui en France. Donc le meilleur moyen de tuer son chien, c'est de dire qu'il a la rage. Et c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on prépare aujourd'hui une population à ce qu'en fait, elle reste patiente, ou même pas patiente, passive, et même, entre guillemets, des fois lâche, face à l'horreur de ce qui se passe en France. Comme on a défendu plusieurs fois dans la préfecture ces assignations, ces perquisitions. Et ce qu'on nous reprochait, c'est de défendre des portes cassées lorsque, en France, certaines personnes étaient mitraillées dans la rue. Donc, au nom d'une injustice, en fait, on se donne le droit de faire une autre injustice, c'est de mettre en otage toute la population qui pourrait ressembler de près ou de loin à des personnes qui sont musulmanes ou qui se prétendent musulmanes. Donc, cette prise d'otage, à chaque fois qu'elle est faite, et maintenant est intégrée dans l'inconscient collectif français, c'est qui dit terrorisme dit islam. Et ce mot laïcité aujourd'hui, il veut presque, et il ne faudrait pas rajouter par rapport à ce qui a été dit, mais maintenant ceux qui parlent de laïcité en fait veulent pouvoir légaliser la discrimination de manière claire et nette. Parce que si la laïcité n'était pas ce qu'elle était, elle ne serait pas restée 100 ans. Donc maintenant le virage qu'on est en train de prendre et qu'on veut induire à cette loi, c'est de dire comment maintenant on peut discriminer de manière légale. Et on est en train de produire des lois depuis 10 ans, et on y va petit à petit, et on va perdre cette liberté. Et ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, grâce à Dieu, on n'y est pas. Mais ce qu'il faut pas oublier que ça peut produire de l'horreur. Et beaucoup le disent, on n'est pas dans les années 30 ou 40, mais on est quand même un petit peu à la fin du 19e siècle. On retrouve vraiment des similitudes. Donc cette diabolisation ne fait que préparer plus tard des persécutions, avant qu'arrive vraiment cette acceptation en fait, des uns et des autres. Donc j'espère que ce 21e siècle, on sera assez mature pour sauter la phase de persécution avant d'arriver à l'acceptation. Et je renforce aujourd'hui, c'est que il faut centraliser ce combat de manière politique. Je suis désolé, aujourd'hui on peut et on est des acteurs sociaux. Le terrain, ils sont nombreux, mais les premiers qui ont la force, le pouvoir et les moyens et qui agissent de manière discriminante aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont élues et qui sont au gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est eux qui ont cette manette en puissance. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à leur enlever cette manette, c'est qu'intérieurement, je pense, cette population aujourd'hui qui est multiculturelle, il faut qu'elle s'assoie plus d'une manière, il ne faut plus qu'elle se mette dans une position de dominer et qu'elle laisse une élite dominante l'emmener vers la catastrophe, mais qu'on se réveille à un moment donné d'égal à égal. Si on se sent vraiment égal aujourd'hui, c'est qu'on devrait être aussi égal pour diriger ce pays et dire vers où on veut faire société et vers quel horizon on a envie d'aller ensemble. Et tant que ce pas aussi n'est pas encore franchi de manière assez massive, c'est qu'en fait on accepte indirectement ou inconsciemment ou involontairement, sans culpabiliser les gens, d'être dans ce rapport de dominé-dominant et d'être dans la personne qui est dominée aujourd'hui. Alors si ça appelle, j'imagine que ça appelle une réponse, mais je vous demanderai de la faire assez brève pour qui le souhaite. Je préciserai juste une chose sur le terme, puisque ça a été un débat, et c'est toujours un débat d'ailleurs, la question de... Alors je suis désolé de revenir sur cette question de l'islamophobie à proprement parler, mais le paravent islamophobie qui en fait cache beaucoup de choses, puisqu'il y a des gens d'apparence, je suis bien placé pour le savoir, d'apparence qui viendraient de musulmanie ou d'islamie, je ne sais pas trop d'où. Il y a derrière, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a derrière un racisme caché derrière le terme d'islamophobie, et notamment le fait que certains considèrent l'islamophobie comme étant l'extincteur du débat public, qu'on ne puisse plus, et ça rejoint la question de la laïcité de tout à l'heure, qu'on ne puisse plus critiquer soi-disant l'islam parce qu'on oppose l'islamophobie et que ça deviendrait une espèce de rempart à toute discussion et à tout débat démocratique. Moi, je me demande, je vais laisser une note pour mes petits-enfants.
juste qu'il fasse un flashback en arrière sur les temps qu'on est en train de traverser, notamment par rapport juste au choix des mots. Et les discussions autour du concept d'islamophobie, la volonté de nier le concept pour nier la réalité, de déposséder les gens du choix de leurs mots, d'expliquer que ça c'est un mot que tu peux utiliser, ça aussi, ça non pas du tout. Quel genre de tutelle, quel genre de contrôle, quel genre de domination, y compris sémantique, on essaie d'imposer aux gens. Et moi, j'observe toujours avec amusement, dès qu'on prononce le mot islamophobie, il y a des gens, ils vont faire des fractures cérébrales. Islamophobie, il y a une tension sémantique là, est-ce qu'il faut qu'on aille chercher dans l'araméen ou le grec ancien pour essayer de voir est-ce qu'il y a une souche et ainsi de suite. C'est pas comme ça que ça se passe avec les mots. On ne peut pas décréter que tel mot existe et tel autre mot disparaît. Et s'agissant du mot islamophobie, il n'a pas été inventé ni par des mollahs, ni par des imams, ni par des groupes religieux qui essayaient d'interdire la critique de l'islam. Il a été inventé par des administrateurs coloniaux qui étaient soucieux. Soucieux de quoi ? Soucieux de la préservation et de la stabilité du pouvoir colonial. Dans les terres coloniales françaises, ils s'inquiétaient de l'islamophobie comme de l'islamophilie. Ils se disaient, voilà, des tribus, et les uns et les autres ont des religions différentes. Si on est islamophobe avec les uns ou islamophile avec les autres, ça va créer des situations de tension où notre stabilité dans le pouvoir et le contrôle va être mise en cause. Donc il ne faut pas de traitement discriminatoire, positivement comme négativement. Et vous voyez que la définition, elle est d'une clarté extrême. Un traitement discriminatoire, différencié sur la base de la religion supposée. Et c'est précisément de ça qu'on parle. Aujourd'hui, le terme est devenu dominant. C'est même plus un choix de savoir si on va l'utiliser. La seule question, c'est quelle définition on lui assigne pour qu'il soit le plus clair et le plus utile possible. Il est 90 fois plus fréquent que l'expression racisme anti-musulman et 480 fois plus fréquent que l'expression musulmanophobie. Donc, il y a bien entendu des gens qui nient encore le concept d'islamophobie, mais il y a aussi des gens qui sont très attachés à leur Minitel et qui comptent en anciens francs, et c'est très bien pour eux. Nous, on a tourné cette page-là, et c'est pour ça qu'on n'en débat plus. Voilà.